Série noire à la une. Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Série noire. Bienvenue dans Série noire à la une. Série noire à la une, la presse et le crime, c'est tous les mois. Et tous les mois, nous nous intéressons aux faits divers et aux crimes en particulier, et à ce que la presse en dit. En marge de ces crimes, il y a les mots qu'utilisent les journalistes pour en faire le récit, les mots qui reflètent parfois l'opinion publique et qui disent le fond de l'air de l'époque et nous le font souvent mieux comprendre. Série noire à la une, nouvel épisode. Je suis Thomas Baumgartner. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous sommes autour de 1869. Nous parlons de l'affaire Troppmann qui inaugure l'ère du fait divers. Série noire à la une. Le 20 septembre 1869, au petit matin, Jean-Louis Auguste Langlois vient de bêcher son champ à Pantin. En arrivant, il remarque d'étranges traces qui le mènent vers un monticule de terre. Intrigué, il n'avait pas touché la terre la veille, il donne un premier coup de bêche. Apparaît alors un mouchoir ensanglanté. Effrayé, Langlois décide néanmoins de continuer à creuser. Le second coup met au jour un bras, un minuscule bras d'enfant, nu et livide. Le paysan tombe alors à quatre pattes pour fouiller délicatement car il se doute de ce qu'il s'apprête à découvrir. C'est une petite tête couverte de sang qui apparaît sous ses mains. Horrifié, il s'enfuit alors à toutes jambes, prévenir la police. Ainsi commence l'un des faits divers les plus retentissants qu'ait connu la France du XIXe siècle. Une histoire qui s'est étalée à la une des journaux pendant 4 mois, de la découverte des corps jusqu'au premier suspect, puis au véritable coupable, et enfin au procès et à sa sentence fatale. Ce nouveau type de journalisme fera la fortune du petit journal qui a flairé très tôt la bonne histoire et qui, dès le 24 septembre, s'enorgueillit de son tirage. Jamais crime n'a excité à ce point l'émotion et la curiosité. Pour ne citer à l'appui de cette appréciation que le témoignage qui nous est personnel, nous dirons le chiffre exact du tirage du petit journal dans la journée d'hier. Il a été vendu 357 600 exemplaires de ce numéro. Les demandes s'élèvent à 400 000 pour aujourd'hui. Lorsque les policiers et le médecin légiste arrivent dans le champ de Pantin, ce n'est pas un corps, mais 6 qu'ils dégagent d'une fosse peu profonde. Il s'agit d'une femme d'environ 35 ans et de 5 enfants âgés de 2 à 13 ans. Ils ont été brutalement assassinés à coups de couteau et enfouis pêle-mêle sous quelques centimètres de terre. L'annonce de cette découverte s'est rapidement propagée et tous les journaux parisiens dépêchent un rédacteur sur place. Pour le petit journal, c'est Henri Escoffier, futur romancier, qui couvre l'affaire sous le nom de plume de Thomas Grimm. Dans son article inaugural du 23 septembre, il prévient « Je serai probablement obligé de prendre aujourd'hui beaucoup plus de place que d'habitude, mais il le faut pour satisfaire la légitime curiosité des lecteurs. » De fait, il n'épargne aucun détail morbide dans la description des victimes. On déterra d'abord un enfant de 7 ans environ. Cet enfant est dans un état horrible. Il a 3 trous sous le cou. Il semble qu'on l'ait saigné. Un coup de couteau à l'oreille droite et par derrière, 3 longues traces de 7 à 8 cm qui ont été faites avec un couteau ordinaire mais ont seulement déchiré la nuque. Pendant que le médecin procède au premier examen des corps, les journalistes présents n'hésitent pas à retranscrire chaque nouvel élément sordide. Car, ainsi que le justifie Grimm, les journaux sont lus et commentés avec avidité. Il faut à la curiosité publique des détails, encore des détails, toujours des détails. Les cadavres, sortis de la fosse, sont alignés pour pouvoir être photographiés. Le Moniteur, comme le Gaulois, publie en une de leurs éditions du 24 septembre les portraits des visages suppliciés, redessinés d'après ces photographies. Les corps partent ensuite à la morgue, où on les dévoilera de nouveau au public, dans l'attente d'une identification. Là encore,
impossible de laisser les lecteurs ignorants des moindres détails, et la chronique illustrée s'y emploie méticuleusement. Dans la salle ouest se trouve une rangée de 6 cadavres, chacun sur leur pierre, recouverts d'un couvercle en zinc. La mère, la première, occupe le numéro 15. C'est une grande femme aux cheveux châtains. Son visage porte encore l'empreinte de l'angoisse, et son corps est criblé de 23 coups de couteau. L'autopsie a révélé qu'elle était grosse, et auprès d'elle est le fœtus de 5 ou 6 mois qu'elle portait dans son sein. L'enquête est confiée à Antoine Claude, dit Monsieur Claude, chef de la police de sûreté de 1869 à 1875. Il identifie très rapidement les victimes comme faisant partie de la famille Quinque, habitant à Roubaix. Jean et Hortense Quinque ont 7 enfants. Gustave, 16 ans, Émile, 13 ans, Henri, 10 ans, Achille, 8 ans, Alfred, 6 ans, Marie, 2 ans et un nourrisson de quelques mois en nourrice au moment des faits. Seuls le père et le fils aîné manquent au macabre décompte. Dès lors, et avant même que la police ne livre ses premières impressions, les journaux en tirent leurs propres conclusions et accusent formellement. La justice a acquis la certitude que les meurtriers sont le père et le fils aîné, écrit Thomas Grimm. Un père poussé par une haine farouche ou par une odieuse cupidité a tué sa femme et 5 de ses enfants. Un fils, l'aîné de la famille, a porté sur sa mère une main parricide. Il n'y a aucune preuve pour étayer cette théorie, mais elle alimente les ventes de ce journal comme de tous ceux qui se sont engouffrés dans cette histoire. Jean-Baptiste Tropman, un jeune homme de 21 ans, proche de la famille Quinque. Il est arrêté sur un de ces coups du hasard qui rendent cette affaire encore plus rocambolesque, la consacrant comme le premier feuilleton médiatique français. En effet, au Havre, alors qu'un gendarme maritime effectue un contrôle de routine, un jeune homme tente de s'échapper et se jette à la mer, dans une tentative désespérée d'échapper aux poursuites. Il est repêché par un ouvrier du port. Le Gaulois du 25 septembre peut affirmer « L'histoire du crime de Pantin prend des proportions épiques. En effet, le jeune homme pris au Havre a déclaré s'appeler Tropman. Il avait sur lui un grand nombre de papiers appartenant à la famille Quinque. L'imagination se perd dans des conjectures sans fin. » Au Havre, à Roubaix ou Pantin, bientôt en Alsace, d'où Tropman comme Quinque étaient originaires et où ils se sont connus, les journalistes sont partout. Tous les grands journaux ont mobilisé des rédacteurs sur les lieux des crimes et dans tous les endroits où les entraînent les recherches. D'ailleurs, ils ne se contentent pas de suivre l'enquête officielle conduite par le chef de la sûreté, ils se transforment eux-mêmes en limiers pour suivre leurs propres pistes. Comme le Moniteur universel qui a dépêché un envoyé spécial en Alsace et intitule sa rubrique « Nos investigations ». Notre collaborateur, M. Valdu, qui est parti jeudi pour Guebwiller et dont nous publions plus loin la première correspondance, nous adresse la dépêche suivante. J'ai vu et lu 5 lettres de l'assassin. La dernière est datée du 20 septembre et renferme de l'argent. Car le massacre de Pantin s'avère être le résultat d'une tentative d'extorsion de fonds qui a horriblement mal tourné. Pendant ce temps, Jean-Baptiste Tropman minimise sa participation au crime. L'assassinat de la famille Quinque, c'était sur l'ordre du père et du fils aîné. Mais le 28 septembre, le cadavre de Gustave Quinque, le fils donc, est découvert non loin de la fosse de Pantin où ont été retrouvés les autres corps de la famille. Edmond Tarbé, le fondateur du Gaulois, s'invite à la une de son journal pour assurer ses lecteurs de la complétude et de la diffusion la plus large de ces informations. Aujourd'hui, nous reproduisons sur la découverte du cadavre de Quinque fils les détails publiés hier par nous dans une édition de 8h du soir. Notre tirage ayant été très insuffisant, nous devons à ceux d'entre vous qui n'ont pas pu les lire de rééditer ces renseignements. Le dernier rebondissement de cette affaire est dû à un coup de bluff de l'enquêteur en chef qui recherche toujours Jean Quinque, le père de famille. Il affirme à Tropman qu'ils ont retrouvé son corps. Sans que l'on sache exactement pourquoi, Tropman avoue et donne la localisation précise, dans les ruines du château de Herrenfluh. Le rédacteur du Gaulois est déjà dans la région. Mon cher directeur, je n'ai qu'un moment pour vous écrire et j'en profite. Enfin, le cadavre de Quinque père est trouvé. Faut-il encore douter ?
La personne qui me l'annonce est sûre, et j'ai tout lieu de la croire bien informée. Je pars à l'instant pour Wattwiller. Le cadavre, m'assure-t-on, n'était pas méconnaissable. Il avait été enterré peu profondément et recouvert de sable et de broussailles. L'enquête est bouclée. Le procès qui s'ouvre le 28 décembre 1869 devant la cour d'assises de la Seine est une nouvelle occasion de vendre du papier. Thomas Grimm et tous les reporters qui ont suivi l'affaire sont présents. Aux côtés de la foule qui se masse sur les bancs, on remarque plusieurs célébrités. Gustave Flaubert, Alexandre Dumas fils, Jules Barbet d'Aurevilly, le comte de Lautréamont ou encore Arthur Rimbaud. Le 31 décembre, Tropman est condamné à mort par 9 voix contre 3. Son pourvoi en cassation est rejeté et il est exécuté le 19 janvier 1870. Thomas Grimm assiste à l'exécution. S'il semble réprouver le spectacle qui entoure la montée à l'échafaud de l'assassin, la foule trop présente et bruyante, il n'en rédige pas moins 3 pages pour l'édition du lendemain, dans le style précis qui a fait sa signature durant cette affaire. Il y a eu pendant ce court instant une véritable lutte entre l'exécuteur et sa victime. Tropman a bondi sous la puissante main du bourreau. Et pendant que son dos se bombait par un effort suprême, sa tête passait au-dessus de la lunette. Monsieur de Paris a été obligé d'employer ses 2 mains pour le ramener sur la bascule. Et pendant qu'il l'étreignait, l'assassin qui défendait encore sa vie mordit le bourreau au médius de la main gauche, morsure fort légère du reste, et qui ne laissait plus de traces un instant après. L'exécuteur, sans s'arrêter à ce détail, saisit Tropman et le jette en avant. La tête du condamné s'engage dans la lunette. Au moment où la demi-lune lui serre le cou, Tropman fait entendre ce terrible cri coupé que l'on n'entend qu'aux exécutions, car il est immédiatement interrompu par le fatal couperet qui s'abat avec un bruit sourd. Tropman avait vécu. On pourrait penser que le couperet allait mettre un point final au travail des journalistes sur cette affaire. Mais le surlendemain, Thomas Grimm tient à parachever son œuvre en se penchant sur le cadavre coupé en 2 de l'assassin. La tête du décapité était livide. Les traits, violemment altérés, conservaient les traces du suprême effort que le criminel a fait sur l'échafaud pour se cramponner à la vie. Les yeux étaient grands ouverts. Le 22 janvier s'achève enfin le feuilleton du crime de Pantin. Grâce à lui, le petit journal a multiplié ses chiffres de vente par 3. Série noire à la une. L'affaire Tropman, on poursuit ce série noire à la une consacré à cette affaire et on va plus loin avec notre invitée Laetitia Gonon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en langue française à l'université de Rouen-Normandie et vous avez notamment publié le fait divers criminel dans la presse quotidienne française au XIXe siècle, aux presses de la Sorbonne Nouvelle en 2012. C'était votre thèse. On va parler avec vous justement cette question de la presse sur cette affaire Tropman parce qu'on a les faits, on les a entendus. Mais est-ce qu'on peut considérer, Laetitia Gonon, que c'est un peu un basculement ou en tout cas une étape importante du traitement du fait divers par les médias au sens large que cette affaire Tropman ? Oui, tout à fait. C'est vraiment, il y a une bascule à cette époque-là. Alors c'est aussi le début de ce qu'on appelle la petite presse, qui naît dans le début des années 1860. Et donc là, il y a un emballement médiatique très important sur l'affaire Tropman, qui marque le début d'un traitement que certains journalistes français appellent américain du fait divers, d'un emballement où il y a des reporters qui vont sur le terrain, où on ne cesse de recevoir des lettres de correspondants, et où aussi un détail donné la veille peut être contredit le lendemain, parce qu'il faut fournir du papier. Le journaliste se transforme en enquêteur ? Le journaliste se transforme en enquêteur, oui, ou des fois supplée aux enquêteurs de la police, en tout cas a envie de devenir enquêteur, propose aux lecteurs eux-mêmes de devenir enquêteurs en donnant tous les indices possibles, chacun guette s'il ne peut pas arrêter Tropman, et d'ailleurs quand il est arrêté par un gendarme de la Maritime qui n'a pas eu le signalement de la police, mais qui a lu le signalement dans les journaux, et donc les journaux se vantent d'avoir permis l'arrestation de Tropman. Vous parlez de journalisme à l'américaine. En se plongeant dans des articles de l'époque, évidemment, l'écriture n'est
pas celle d'aujourd'hui. Et notamment, alors c'est un peu plus peut-être celle d'aujourd'hui, là, de ces dernières années, mais les journalistes disent parfois « je », ce qui est aussi quelque chose d'assez plus simple dans la presse anglo-saxonne. Là, clairement, il y a une incarnation de l'action journalistique. Oui, tout à fait. En fait, le modèle du fait divers, tel que moi je l'ai un petit peu étudié, ce sont des petits faits divers où le journaliste s'efface complètement. Il commence par raconter le crime, puis l'enquête. Donc il y a un ordre chronologique dans les informations. Avec le reportage, au sujet de Tropman, l'ordre chronologique est complètement bouleversé. On commence par la découverte du crime et il faut ensuite, l'enquête montre comment est-ce qu'en avançant, on peut reconstituer l'avant. Donc il y a un régime narratif qui est plutôt rétrospectif, plutôt qu'on commence par le crime, etc. Et dans cette enquête qui mélange un peu le passé, le présent, puisque vont faire la police, ce que va faire la police dans le futur, il y a la voix du journaliste qui s'incarne, le reporter. C'est comme ça d'ailleurs que commence la découverte de Tropman. Il a suivi, le reporter du Petit Journal suit un amas de gens dans la rue qui se dirigent vers Pantin. Et donc il y a le nous, il y a le je, et ça permet aussi de vendre de la copie. On donne ses impressions, ses sentiments, on monte une simple découverte en épingle, etc. On est dans l'émotion. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'à l'époque, il y a une forme d'éthique journalistique ? Comment c'est regardé, en fait, à la fois par la profession, même par l'intelligentsia ? Est-ce qu'il y a une autorité pour dire que c'est un journaliste sensationnaliste, qu'il y a une sorte de jugement de valeur par rapport à ça ? Ou est-ce que c'est tout simplement le journalisme de l'époque ? Tous les journaux ne sont pas d'accord. En particulier, la presse un peu plus catholique, peut-être, l'Univers, par exemple, qui est un journal un peu plus traditionnel, critique la manière de faire des autres journaux. Alors, peut-être en partie, diront ces journaux-là, par jalousie. Mais de fait, il y a une différence entre la presse vraiment politique et puis la petite presse, même si quelques grands journaux, comme Le Gaulois ou Le Figaro, rentrent vraiment dans la quête des faits, avec des enquêteurs et des correspondants. Et en revanche, l'Univers reproduit un article qui paraît ailleurs, qui condamne Le Gaulois pour avoir publié le dessin des victimes dans ses pages et qui s'insurge que les gens, par exemple, aillent faire des déjeuners sur l'herbe à Pantin près de la fosse. Ils disent comment est-ce qu'on peut se rendre là auprès, je cite, de cette fosse béante, encore toute humide du sang des victimes, quelle impudeur et quel cynisme. Donc il y a vraiment une opposition entre ceux qui se livrent complètement à cette débauche un peu d'enquête et puis ceux qui la condamnent, parlant le journal La Presse même, lui, est plutôt partagé. Il se livre à cette quête d'information, mais il dit aussi qu'il fait de l'information à outrance et qu'ils font de la chasse à l'émotion. C'est comme ça qu'il appelle, il parle aussi de steeplechase, qui est une métaphore à l'époque de l'émotion, classant Le Figaro en haut de tous ces journaux qui s'arrachent. Donc on peut parler d'une concurrence, alors dans l'émotion ou même dans le sordide du côté des journaux ? Ah oui. Oui, il y a une compétition. Ils comparent sans cesse leurs chiffres de vente. Je crois qu'on l'a entendu dans le récit. Ils comparent aussi les procédés, les moyens. C'est à celui qui obtiendra la meilleure lettre de témoignage d'un habitant de Roubaix. C'est à celui qui ira interviewer le gendarme qui a permis l'arrestation. Donc oui, ils se livrent à une véritable concurrence. C'est possible aussi qu'ils s'échangent des informations, parce qu'à l'époque, il y a eu cette pratique qui consiste à recopier ou prendre les informations d'un autre journal. Est-ce qu'on peut considérer que la presse a contribué à l'enquête officielle, à parasiter le procès ? Comment on peut le voir par rapport à l'affaire en elle-même et à son déroulement ? Elle a évidemment influencé sans doute le procès, parce que Tropman était presque devenu un personnage public qui appartenait à l'espace médiatique autant qu'à l'espace judiciaire. Et elle a sans doute influencé l'enquête aussi. Alors la justice a sans doute su fermer un peu l'oreille à toutes les accusations fantaisistes, oui, du fils et du père Quinque. Mais en revanche, c'est sûr que si Tropman a été arrêté peut-être aussi vite, alors la presse s'en vante, a-t-elle raison, je ne sais pas, mais c'est peut-être aussi parce que son signalement et toute l'affaire étaient dans tous les journaux et que chacun cherchait à arrêter Tropman. Il y a eu le sentiment que chacun pouvait être acteur de l'affaire en attrapant Tropman ? Il y a eu, pas forcément en attrapant Tropman, mais en donnant des indices, en faisant des témoignages. Les journalistes se représentent comme enquêteurs, mais ce faisant, ils se représentent aussi comme lecteurs de journaux. Et donc, ce sont des lecteurs qui apprennent telle ou telle chose dans tel journal. Le lecteur lui-même de journal a envie de se transformer en enquêteur. Et c'est quelque chose qui va se devenir aussi très, très typique de la presse de la Belle Époque. Est-ce qu'on peut dire un mot, Laetitia Gonon, du Petit Journal dont on a beaucoup parlé dans le récit ? En quoi il est caractéristique de l'époque et est-ce qu'il vit sa meilleure époque à ce moment-là, ce journal ?
Il explose, en tout cas, en termes de vente. C'est un journal de presse populaire, un petit journal, au sens où on parle de la petite presse, de celle qui n'est pas politique et qui peut se risquer à quelques piques plaisantes, mais qui fait surtout ses ventes sur les feuilletons, romans feuilletons, et puis sur les faits divers. Et là, c'est une opportunité très importante pour le petit journal, qui de fait devient l'un des journaux de référence sur l'affaire. Et puis il se met, et c'est aussi un moment important pour ce petit journal, parce que il se met en scène comme participant à l'enquête. Donc il y a tout un discours pendant l'affaire Tropman, sur l'affaire Tropman, mais aussi sur les journaux traitant l'affaire Tropman. Et quelle va être l'histoire du petit journal par la suite ? Continuer sur cette lancée, et puis utiliser de plus en plus l'image, recourir de plus en plus au dessin, à la photographie, et rester... Après, il va être concurrencé assez vite par d'autres titres de petite presse, mais il lance un modèle, en tout cas, en 1863, quand il est créé. Donc cette époque-là, il est encore dans ses premiers temps, à ce moment-là. Oui, ça fait 5 ou 6 ans qu'il est créé. Alors, il progresse au fur et à mesure, mais là, c'est vraiment son baptême du feu avec le reportage criminel. Série noire à la une. Est-ce qu'on peut dire un mot du style journalistique de l'époque et du regard que la presse peut avoir sur ce type d'affaires, comme cette affaire Tropman, en prenant un petit peu de champ? C'est une chose qu'on a pu constater dans d'autres épisodes de Série noire à la une de ce podcast, c'est que la presse a un regard volontiers moral. Et là, dans cette affaire, justement, avant qu'on découvre le corps du fils aîné et du père, Quinque, il y a un regard très moral, évidemment, sur ces éventuels coupables, avant qu'on comprenne qu'ils ont été victimes eux-mêmes. Très volontiers, il y a un regard très, très, très moral. Et ça, c'est assez partagé, non ? Oui, c'est très fréquent. Au XIXe siècle, les faits divers sont... Alors, généralement peu moraux, mais quand il est question de la famille en particulier, là, il y a l'expression d'une moralité. Par exemple, quand les féminicides sont assez fréquents, on ne les appelle pas comme ça, évidemment, mais on met souvent en cause le mari qui boit trop, qui ne travaille pas, et la femme qui, elle, est morale, assidue, essaye de nourrir ses enfants. Donc, ce prisme moral apparaît dans certains faits divers, pas dans tous, évidemment, pour ceux qui touchent à la famille et à la pudeur. Une jeune fille qui aura été assassinée, oui, mais parce qu'elle est dans les balles et au skating, et donc elle s'est mise en danger. Et avec Tropman, c'est une famille qui est assassinée. Donc évidemment qu'il y a le regard moral sur la famille de l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse être assassinée. Et donc l'accusation assez facile des 2 personnes manquantes de la famille. Voilà. Il y a aussi le fait que le journalisme de l'époque juge au physique et que on est censé voir sur la figure d'un criminel qu'il est criminel. Donc on projette sur lui certains traits criminels. Est-ce que ça dit quelque chose de l'époque, cette question morale Est-ce que c'est un miroir de l'époque ou est-ce que c'est une sorte de doxa médiatique ? Ça dit sans doute quelque chose de l'époque, de la société bourgeoise qu'elle est, et puis de l'hypocrisie qu'est le mariage à l'époque, et les différentes expériences selon qu'on est un homme ou une femme. Donc oui, ça dit bien l'époque, ça dit la moralité de l'époque, la moralité bourgeoise et catholique. Après, c'est aussi un outil médiatique, c'est aussi ce qui fait vendre, en particulier pour les grands faits divers comme celui-ci, qui est vraiment un événement. Il y a comme on dit en anglais, un pattern, un schéma, un patron qui, à travers ce type d'histoire, d'affaires, relativement pionnière, on l'a bien compris, qui apparaît, c'est le schéma du feuilleton, de la série, dirait-on aujourd'hui. Là, le fait divers, dans le traitement de l'affaire dans la presse, donne lieu à un véritable feuilleton, ça dure plus de 4 mois, je crois, et en parallèle, c'est ce qui se passe dans la fiction aussi. Le feuilleton dans la presse, en termes de fiction, existe aussi. Oui, alors c'est plus que le parallèle avec le roman feuilleton, c'est le modèle de la parution quotidienne. En fait, le roman feuilleton, il existe dans les journaux depuis les années 1830, et les faits divers à épisodes, il en existe aussi depuis les années 1830. Il y a, un assassinat obscur dans la rue des Petites Écuries en 1836, qui cause un feuilleton d'une dizaine de jours, où chaque fois on donne de nouveaux détails, on répète ce qu'on a déjà dit. Donc c'est un fonctionnement pour le fait divers. C'est plutôt, il faudrait opposer les feuilletons, enfin les faits divers qui donnent lieu à une sorte de feuilleton judiciaire, et puis les faits divers qui paraissent dans un numéro et sont très vite oubliés. L'affaire Tropman, c'est le premier cas. Ça crée un feuilleton. Et c'est pas inédit dans le fait divers, au contraire. En revanche, ce qui est inédit, c'est la manière de le traiter. Voilà. Donc le modèle du roman feuilleton, c'est plus le roman feuilleton qui est dans la dépendance de la presse. C'est une parution quotidienne qui redonne à lire chaque jour. En quoi il y a un avant et un après affaire Tropman ?
sur la médiatisation justement et la nouveauté de la façon dont on traite cette question-là, c'est-à-dire les correspondants dépêchés à tous les endroits, la concurrence à laquelle se livrent les journaux, et puis aussi le commentaire, comme on le disait, le commentaire de l'affaire elle-même par les journaux et de la manière dont ils la traitent. Cette présence du jeu que vous signaliez tout à l'heure, et puis vraiment l'incarnation du journaliste en enquêteur, et des lecteurs aussi qui écrivent aux différents journaux pour livrer leurs impressions et leurs déductions. Et donc ça va se répéter, ça va se répliquer? Oui, ça va se répliquer avec d'autres affaires, mais il y a déjà eu des affaires médiatiques qui ont provoqué la correspondance des lecteurs avec les journaux. En revanche, ce début du reportage, ça c'est assez inédit. Et Tropman va devenir une sorte de mot-clé, de nom de code. On parlera de nouveau Tropman dans certaines autres affaires. Oui, alors ça c'est aussi un phénomène médiatique qui existe déjà parce que dès qu'il y a un fait qui sort, un crime qui sort de l'ordinaire, on a tendance à le relier à une série. Ce qui est justement lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur la périodicité de l'imprimé. Par exemple, les annales sur les crimes répètent constamment les mêmes crimes. Mais Tropman va marquer durablement effectivement l'opinion puisque Henri Pranzini en 1887 est appelé un nouveau Tropman. Depuis Tropman, on n'avait pas eu de drame aussi terrible, dit la presse. Et à la toute fin du siècle, José Vacher, qui a effectivement égorgé et violé des enfants en nombre tout à fait sensationnel, est appelé également un nouveau Tropman. Et lui, il est exécuté en 1898. Merci beaucoup Laetitia Gonon de nous avoir éclairé sur cette affaire Tropman, cette entrée dans l'ère du fait divers, pourrait-on dire. Merci à vous. Je rappelle votre livre, ici de votre thèse, Le fait divers criminel dans la presse quotidienne française au XIXe siècle, aux presses de la Sorbonne Nouvelle. Merci à vous. Merci. Et on termine ce nouvel épisode de Série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Le récit est signé Michel Pedignelli, Julia Lasserie a préparé et coordonné, Guillaume Giraud a réalisé et Wave Audio a produit avec l'aide de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Marie Leroc, Alice Tillier-Chevalier. Thomas Baumgartner au micro, on se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur retronews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre série noire à la une. Et d'ici là, écoutez, réécoutez le podcast et rendez-vous sur retronews.fr. Lisez aussi Série noire à la une avec le livre du podcast Crime de femmes, chronique de 4 affaires sulfureuses qui est paru aux éditions Passé Composé. À bientôt. Série noire à la une.